Bonjour, c'est Romain Bedouk, bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. Oh, je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. Quel plaisir de faire le métier que l'on fait dans des moments comme celui-là. Être suiveur du Paris Saint-Germain cette semaine, c'est quand même une sensation sacrément agréable. Enfin, je dis suiveur. Être supporter du Paris Saint-Germain, c'est gage cette saison de journée radieuse. Fini les moqueries à la machine à café cette année. C'est nous qui renvoyons le message à ceux qui pensaient nous avoir prévenus avant les matchs retour de Ligue des Champions. Vous savez, c'est ces amis qui ne regardent pas un match de l'année et qui vous sortent de toute manière, ils vont rien faire. De toute façon, c'est toujours pareil avec vous. Dès que le niveau s'élève, vous n'êtes plus là. Et Jérémy, parce que oui, cette année, celui qui m'a envoyé ça, il s'appelle Jérémy. Jérémy, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain fait partie du top 4 européen et c'est pas un épiphénomène. C'est la 3e fois en 5 éditions que le PSG arrive à faire ça. Le PSG a appris sa leçon. Le PSG s'est gagné. Le PSG s'est performé et le PSG peut maintenant se permettre de rêver. Tiens d'ailleurs, si le Barça pouvait retenir sa leçon à lui, de son côté, et apprendre à perdre, ça rehausserait la stature qui est censée avoir ce club, parce que faire l'offusquer sur l'arbitrage après tout le passif que tu as, alors que tu viens de te prendre un 4-1 à la maison, et que ça fait 2 fois de suite que tu perds 4-1 chez toi face au PSG, et qu'après la Roma, Liverpool, le Bayern, Paris, Francfort, t'en es à ton 6e traumatisme depuis 2018, tu t'en prends un carton rouge mérité et un penalty litigieux non sifflé, c'est vraiment montrer que tu ne comprends pas la raison de toutes tes déconvenues. Donc messieurs les Barcelonais, un petit peu de dignité, apprenez à perdre et être un peu plus en corrélation avec votre statut actuel, bien différent de votre gloire passée. Voilà, c'est dit, on va s'occuper de ceux qui sont toujours qualifiés en Ligue des Champions. Nous, ça va être nous. 100% PSG, la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune, on aura donc le traditionnel j'aime pas sur ce match retour de Barcelone et puis on aura nos petits débats. Luis Enrique a-t-il convaincu les derniers réticents? Est-ce sa victoire hier à Barcelone et cette qualification en demi-finale de la Ligue des Champions? Quelle est la marge de progression de cette équipe? Qui sera le prochain joueur peut-être à nous impressionner? Et puis on va faire appel à la boîte à souvenirs, c'est différent de la boîte à sous. Est-ce la plus belle émotion PSG depuis l'arrivée des Qataris? Est-ce que c'était hier soir devant notre canapé, devant notre télé, au stade pour les plus chanceux d'entre nous? Voilà, j'ai déroulé le menu, maintenant présentation de l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui? Ça faisait longtemps. Alexandre Raffalo du Parisien. Oui, bonsoir. Voilà, Comment ça va? fait pas si longtemps que ça. Mais ça faisait longtemps que nous deux, on n'avait pas fait une émission ensemble. Non, c'est vrai. Mais je suis quand même ravi qu'on la fasse ensemble, en plus aujourd'hui, parce qu'on va bien s'amuser. Ouais, ça va être cool, ça va être bien. Très bien. Abdellah Boulma, journaliste Bonsoir, indépendant. bonjour. Comment allez-vous? J'ai pas beaucoup dormi comme vous. J'ai dormi 1 heure. Incroyable. Abdellah qui va bientôt sortir un livre. Oui, Participer à un livre qui s'appelle Tout n'est pas foutu. absolument. Le second ouvrage après Le Grand Foutoir, Tout n'est pas foutu, qui va paraître le 25 avril. Bruno en avait parlé la semaine dernière, parce que j'étais là la semaine dernière, sachez-le. Donc on en reparlera le 25 avril, et très 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 fier et très content de participer à cet énorme bouquin, et j'ose espérer que vous allez vous ruer dans les librairies. Si je peux me permettre, il y a quand même un truc qui est foutu. C'est la saison européenne du Barça. Allez, voilà. Ça, c'est fait. Elle n'était pas préparée. Pas du tout. Elle était Pas du absolument tout, pas du tout. préparée. Parfait. Ouais. Et tout n'est pas foutu, c'est pour nous donner un peu, redonner espoir dans le foot. Absolument. Aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier Trop soir bien. avec le Paris Saint-Germain. Ah, voilà. Et puis autour de la table, The Voice. Celui qui s'est fait féliciter en personne par Richard Anconina aujourd'hui, C'est vrai. sans savoir que la vérité si je mens, c'est toute ma vie à moi. Bruno Salomon, Salut. ça va? Ça va, ça me fait bizarre d'être de ce côté de la barrière. Ouais. Oui, de retour il y a 1 heure de Barcelone. J'ai eu la chance d'être au stade, de vivre ce moment. C'était fantastique. Et effectivement, je salue Richard Anconina qui découvre France Bleu Paris et nos commentaires et nos soirées foot. Et voilà, il nous a envoyé un message pour nous féliciter. C'était improbable. Voilà, Bon, je ceux qui reçois ça avant de décoller. C'est exceptionnel. Ceux qui n'ont pas encore écouté les buts commentés par Bruno, vous inquiétez pas. En fin de tribune, je vous les mettrai au moment du au revoir, comme ça vous aurez. Pas trop Vous comprendrez pourquoi Bruno a peut-être à un moment la voix qui va arriver au bout du bout. Ça peut dérailler à tout moment. Allez, on va commencer les copains avec le j'aime pas, le traditionnel j'aime pas. Je vous en ai demandé un chacun.
donc on va pouvoir réagir aussi dessus. On va commencer avec le gemme d'Abdella, tiens. C'était quoi déjà? J'ai aimé tellement de choses hier. C'est un petit joueur qui est portugais, qui joue à peu près au milieu de terrain. Je sais pas si tu vois celui qui apprécie grandement ma maman, comme je vous l'ai indiqué. Non, énorme Vitinha. Pourquoi? Parce que on en a parlé à maintes reprises. C'est un joueur qui explose, qui progresse, qui prend ses responsabilités. Enfin. Il a essuyé tellement de critiques la saison précédente, notamment vis-à-vis des cadres. Il n'arrivait pas à se retrouver sur le terrain. Il a du mal à se lâcher. Il jouait avec le frein à main. Et désormais, même sur cette place de 6 dans laquelle l'a imposé, il a imposé d'une certaine manière Luis Enrique. Il nous démontre à quel point c'est même définitivement le métronome de ce milieu de terrain. Ses projections, sa facilité de dribble, il est en confiance. Il est en confiance, c'est le meilleur de nos milieux, je dirais même plus, c'est le meilleur des Parisiens cette saison. Oh, ça va loin. Ce qui est assez fou dans le match en plus, c'est que la première demi-heure, tu le sens pas bien. Donc lui, Warren Zaïre-Emery, ça combine pas bien. Ils sont pas encore trop dedans. Il y a que Fabian Ruiz qui arrive à un peu surnager dans la bataille du milieu. Et quand il prend la baguette et quand il commence à passer première, deuxième, troisième, là tu sens le jeu s'accélérer et la domination. En fait, tu domines le jeu quand Vitinha domine son sujet. Et effectivement, hier, alors, j'ai eu une chance dans le stade, juste pour vous expliquer, qu'on s'est retrouvé donc à Montjuïc, là, tu es sur les hauteurs de Barcelone. Ce stade est assez magnifique. Et l'endroit où étaient placées les radios françaises, la passe sur lui, c'est Dembélé qui fait sa petite passe. Tu vois l'ouverture. En fait, j'avais l'angle. En fait, tu vois tout pile. Tu vois tout pile. Tu dis. Putain, faut la mettre tire-la à gauche là. Vas-y, et là tu le vois frapper, prendre la décision, avancer un petit peu ce ballon et bam, à 20 mètres la coller. Elle est fantastique. Il prend ses responsabilités. C'est ça. Il est en train de se développer et je ne sais pas où il va s'arrêter. Et en plus, il me plaît de plus en plus sur Instagram. On respecte le Paris Saint-Germain. Il fait un emoji avec et on passe à autre chose. Fantastique. J'aime. Alors, qui dit Vitinha chez nous dit quand même un homme. Damien Dole qui nous a posté sa petite photo là, avec le t-shirt je me suis gouré sur Vitinha. Et Damien Dole, il est avec nous. Salut Damien. Ouais. Damien. Salut tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? Bah, ça va super. Je suis à Prague là. Je suis à Prague en train de vous écouter raconter n'importe quoi. Non, je rigole. Bref, je suis au plein milieu de mes 6000 km de train là, donc, mais je me disais, il fallait absolument que je vous appelle là. Il fallait que je fasse amende honorable. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du match de Vitinha, mon cher Damien? Juste de Vitinha. Non, je rigole bien sûr, mais son match il est extraordinaire et puis sa double confrontation, de toute façon, il a assumé. Moi, je l'avais dit en fait que voilà, je l'attendais sur les grosses confrontations, sur les gros matchs, que ce soit contre Marseille, que ce soit en Ligue des Champions. Bon bah là, voilà, on est en demi-finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on pouvait espérer, je pense en début de saison, au vu des changements dans l'effectif, au vu de l'intersaison qui était encore compliquée avec notre ami Kylian Mbappé. Et donc voilà, je suis super heureux. Évidemment, ça frappe. C'est vrai que quand il frappe, je suis quasiment certain qu'il va la mettre. Et je crois que c'est rare qu'on dise ça d'un joueur du Paris Saint-Germain qui frappe de loin. Donc voilà, donc franchement, ça a été jouissif. Dommage. Alors, faut vous dire que j'étais à Berlin, donc hier soir, dans une chambre. Donc, je me suis complètement gouré sur l'hôtel. En fait, je crois que c'était un hôtel, c'était une chambre partagée. Donc, j'étais dans un appartement avec il y avait un couple, une Française très sympa et un Colombien, qui était là. Et donc, du coup, je ne pouvais pas du tout hurler. Donc, j'étais comme un imbécile. Tu pouvais pas aller dans un bar, il n'y avait pas de bar qui retransmettait le match? J'étais dans une usine de train Alstom à 8h30 du matin. Donc je te cache pas que là j'avais plus la foi d'aller là. Puis en plus il y avait le match de Dortmund en plus, donc ils auraient retransmis ça. Voilà, exactement. Je me suis dit c'est bon, j'ai pas envie de me bagarrer avec des Allemands, surtout que j'allais sûrement perdre parce que j'étais tout seul. Donc du coup je me suis dit autant rester là. Et je vous cache pas que sur les buts je me suis contenu, j'ai failli éclater une veine là. Ouais. Bon, juste Vitinha, mine de rien, sur les 5 derniers matchs qu'il a joué. But contre le Barça au retour, but contre Barça à l'aller, il n'a pas joué contre Clermont. Contre Rennes, en Coupe de France, effectivement, il n'a rien fait. But contre Marseille et le match contre Montpellier, but de passe D. Ouais. Bon, c'est le taulier des tauliers. On se pose la question depuis le début de l'année de se dire que le PSG doit recruter peut-être 2 milieux de classe mondiale. Est-ce qu'au sortir de cette saison, on se dit on n'a plus besoin que d'un en fait. On a besoin d'un milieu de classe mondiale, mais on a Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Je pense que clairement, Vitinha en tout cas a dit à tout le monde à quel point il était un potentiel très grand joueur.
Et je pense que c'était le premier et la saison dernière et cette saison que les supporters parisiens éjectaient de leur 11 rêvé pour mettre Bruno Guimaraes et Joshua Kimmich, etc. Aujourd'hui, je pense que non seulement il a fourni 2 prestations énormes contre le Barça, ce qui fait de lui déjà un favori des fans, parce que, voilà. Et en plus de ça, il a montré, comme tu disais Bruno, il a montré un esprit, il a montré une proximité avec les supporters, il a montré un état d'esprit qui va faire de lui, je pense, bientôt un petit chouchou. Et voilà, ça peut être, comme je sais plus si c'était Bruno ou Damien qui disait ça, je me demande où il va s'arrêter en fait. Moi, la seule chose, c'est que Paris ne doit pas se faire l'économie de ne pas recruter. C'est pas parce que Vitinha est en train d'émerger que Warren Zaïre-Emery est l'avenir du Paris Saint-Germain. Ugarte. Moi, tu vois, Ugarte, j'ai l'impression que ça va faire Vitinha de l'année dernière. C'est-à-dire que Vitinha a mis 1 an pour comprendre là où il a mis les pieds. Et encore, Ugarte, il est dans un truc un peu plus assaini que ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire avec Neymar, Messi et la guerre dans un vestiaire. Donc là, tu as des joueurs qui vont grandir eux-mêmes, mais par contre, le joueur de classe internationale, le joueur de classe mondiale, même si Vitinha peut en prendre le chemin, il faut qu'il soit accompagné de ce genre de profil. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Le symbole peut-être de ce renouveau de Vitinha, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, en 8e de finale de Ligue des Champions au Bayern, je ne sais pas si vous vous rappelez de la frappe de Vitinha. La frappe qui part arrêtée par De Ligt. Non, c'est celle qui est écrassée. Celle qui est écrasée là. Oui, mais pas assez de force. Il y a manque de calcium. Il n'y a pas assez de calcium dedans. Et puis là, il te met patate, 25 mètres. Ouais, patate sur patate. Manque de calcium. Damien, tu vas faire toutes les émissions avec le t-shirt maintenant ou pas ? Non, évidemment que non, mais par contre j'avais promis de le mettre, donc de toute façon je n'ai qu'une parole, je vais même pas attendre la demi-finale, etc. Parce que maintenant pour moi la saison elle est déjà réussie, évidemment j'espère comme chacun qu'on ira en finale et qu'on l'emportera cette Ligue des Champions, mais déjà en toute objectivité, si on doit réfléchir à froid, même si je sais que c'est assez compliqué en tant que supporter, la saison elle est déjà réussie. Mais je le mettrai du coup, j'arriverai la prochaine fois avec dans le studio. Je l'enfilerai pas pendant, j'arriverai pas dans le studio. On va faire un vlog, un happening, on va filmer l'arrivée de Damien avec le t-shirt, le voyage de Damien dans le métro avec le t-shirt, ça peut être pas mal, ça peut être bien. Les aventures de Damien avec son t-shirt Vitinha. Bon, merci Damien, profite bien de ton petit voyage en Europe, là, un peu partout. Et surtout à lire dans les colonnes de Libération le voyage et le trip, le triptyque dans les trains européens. C'est quoi la prochaine étape là ? Le premier épisode, en fait, j'ai publié là, le texte de présentation du projet samedi. Le premier épisode, c'est demain. Le texte a été relu, etc. Ça a parlé d'un sujet passionnant, le fret ferroviaire. Et voilà, c'est intéressant. Avec des non, c'est super intéressant. Mais voilà, avec des éléments de reportage à Bruxelles, etc. Et voilà. Et après, on part de Berlin, de Prague. De Vienne et Venise en train de nuit, j'irai jusqu'en Sicile en train. Et oui, parce que j'ai un métier très difficile. Formidable. Et comme dirait Francis Ngannou, je suis payé pour ça. Donc voilà. Je penserai à vous. Moins qu'Ngannou quand même. Un petit peu moins qu'Ngannou. Ngannou, il a pris 10 millions pour prendre une Magnum par. Oui, ça va. C'est bon. J'ai eu juste une avance pour payer les hôtels et les trams, c'était pas mal. Bon, merci Damien. Profite bien. Et puis on espère, tant que t'es à l'étranger, le PSG gagne. Donc peut-être reste-y un petit peu. Ne reviens plus, Damien. T'avais réussi à être sympa pendant l'espace de 5 minutes. T'as quand même craqué. C'est chasser le naturel. Allez, ciao Damien, merci. Bonne journée à vous. Juste sur Vitinha, oui. Romain, là tout à l'heure, ce que disait Bruno, c'est super intéressant. Un accompagnateur, il y en a un accompagnateur. Xavi Simons. Ah ouais. Oui, Xavi Simons et un autre joueur. Je suis d'accord, mais en fait, ce que je voyais là-dedans, c'était de quelqu'un vraiment, peut-être, qui est au-dessus, en termes de niveau, qui a un CV encore plus d'expérience, pour ça tire encore plus fort. Absolument. Parce que lui, voilà. Mais c'est vrai que ça va être un vrai casse-tête la saison prochaine, parce qu'il y aura donc Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Xavi Simons, Ugarte qui est toujours là. Je ne sais pas ce qui va devenir de Fabien Ruiz, mais il fait quand même une bonne deuxième partie de saison. Je ne pense pas que Enrique va vouloir le vendre parce qu'il l'aime beaucoup. Bon, Carlos Soler, a priori, il n'y aura pas trop. Oui, mais donc il y a du monde déjà dans l'effectif. Il y a déjà du monde. En vrai, c'est intéressant. Pas besoin de faire 10 arrivées comme tu as fait. Non, c'est intéressant, mais pour le coup, à voir quel va être peut-être le joueur que le PSG va choisir pour recruter le milieu de terrain. Et du coup, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la concurrence, que ça va vouloir dire pour le temps de jeu des uns des autres. Cette année, ça a été très bien géré, mais j'ai hâte de voir ce que ça va être la saison prochaine, du coup. Alors, on va alterner les j'aime et les j'aime pas. On va faire ton petit j'aime pas, mon cher Bruno. Oui, alors c'est pas pour faire le schtroumpf grognon, c'est simplement, c'est j'aime pas.
pas, mais je n'aime pas la façon de gérer des autorités espagnoles, les supporters étrangers. Je ne parle pas que ceux du Paris Saint-Germain. J'ai vu hier ce qui s'est passé. J'ai vu l'encadrement du cortège. J'ai vu des CRS casqués jusqu'aux dents qui font monter la pression, la tension autour des supporters qui s'énervent derrière. J'ai eu les échos de supporters que j'ai croisés après le match. Alors, tu te tombes dans les bras, tu fais des câlins, t'es là, c'est formidable ce qu'on a vécu. Puis après, ils te disent, ça a été un peu roots. Les fouilles ont été vraiment très particulières. On a pu voir des témoignages intrusives, des jeunes femmes qui se sont plaints, d'attouchements très particuliers pour aussi pour la fouille. Donc, il n'y a pas que les autorités, c'est vraiment le football espagnol en lui-même, parce que déjà la Real Sociedad c'est la même chose, à Madrid c'est la même chose, et on a entendu des clubs français, d'autres clubs français, je parle vraiment pas que du Paris Saint-Germain. Je trouve que cette gestion-là est un peu cataclysmique. Et voilà, hier j'ai pu assister à des moments où c'est mal encadré là à Montjuïc. T'avais des supporters parisiens qui se paumaient en plein milieu des supporters barcelonais. Ça se tendait un peu. Il y a eu des mouvements de foule. Voilà, je trouve que ces autorités espagnoles font n'importe quoi avec les supporters en général. Et à chaque fois que le PSG se déplace en Espagne, il y a toujours des tensions. Et je viens d'avoir des gens autour du club, des gens qui s'occupent de la sécurité du club. Et on m'a bien expliqué que ça a été comme d'habitude. C'est vraiment marqué. La personne m'a dit, comme d'habitude, on n'a que des problèmes avec les autorités et aussi la sécurité du FC Barcelone. C'est toujours compliqué. Bon, lui était en Espagne, nous on n'y était pas, on a pu voir et lire les témoignages notamment sur les réseaux sociaux. Alex, c'est vrai que c'est bon, forcément c'est problématique, mais c'est tout un environnement global. Il y a eu la sécurité, mais il n'y a pas eu que ça, c'est tout l'environnement global peut-être autour du FC Barcelone en l'occurrence, parce que c'était hier soir, qui est hyper désagréable. Non mais au-delà du fait que je trouve qu'il y a quand même très peu de clubs en Europe qui sont aussi détestables que le Barça, dans la communauté, dans l'attitude, dans le... en vrai, à l'aller, il y a quand même eu 2 mecs qui se sont fait interpeller pour salut nazi et cri de singe. La veille du match, il y a un mec sur Twitter qui a posté fièrement son sac de bananes à balancer à Ousmane Dembélé. Je me permets de te couper, j'ai vu des gens et j'ai eu le témoignage de personnes qui étaient avec des cochons avec la tête de Dembélé dessus. Avec des t-shirts, avec pour rappeler, vous avez mis des billets aussi, vous avez mis la tête de Dembélé avec et des rigolos en fait qui voulaient. C'est un club et c'est une communauté qui de manière générale sont, je trouve, hyper toxiques. Après, comme tu disais, on découvre pas les Espagnols, quoi. Bien sûr. On découvre pas les Espagnols, on découvre pas leur façon un peu rock'n'roll de gérer les gens. Sur les fouilles, alors je vous invite, c'est pas pour faire ma promo, parce que ce serait très inapproprié, mais il se trouve que j'ai recueilli le témoignage de Danouche, je crois qu'on connaît tous ici dans le Parisien, c'est en accès libre, donc vous pouvez le lire aujourd'hui, justement sur les fouilles, etc. Le club est évidemment au courant et je pense pas que ça va en rester là. Donc oui, c'est lourd de devoir toujours avoir des problèmes quand des supporters qui en plus le cortège était très bonne ambiance, très pacifique. Enfin, les supporters du PSG viennent rarement. Très franchement, Plaza de España, il y avait un attroupement tranquillou. Je te jure, je suis passé. Je suis arrivé avec ma valise parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Montjuïc, quand tu montes là, t'en as pour 20 minutes à 30 minutes. Il faut que tu passes par des escalators, tout ça. Bon, c'est un bordel pas possible. Et en fait, tu passes là, tout le monde est tranquille. Sauf que tu as des caméras, des mecs avec des caméras, des policiers qui viennent te filmer, mais sous le nez, pour prendre ton visage. Donc déjà, tu vois, les gens se sentent un peu agressés. Tu vois, t'es là, mais qu'est-ce qu'il me veut? Derrière, tu as un peu les cordons qui se resserrent un petit peu. Et au moment où le cortège part, tu t'imagines bien que les mecs... Ils sont déjà tendus comme pas possible dans le cortège et chez les policiers et les autorités. Moi, ça me gêne. Et j'allais dire, heureusement que les supporters parisiens qui étaient dans le cortège n'étaient pas forcément des violents ou des black blocs ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, une communauté de supporters très violente qui aurait fait le déplacement. Moi, par exemple, j'étais à Lens pour le match Lens-PSV Eindhoven. Les supporters d'Eindhoven, ils n'étaient pas venus pour être gentils, quoi. Donc, ces mecs-là, dans un environnement comme ça, ça aurait castagné, il y aurait eu des dégâts, quoi. Donc, c'est bon. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Barça est éliminé de la Ligue des Champions et que du coup, potentiellement ce soir, il n'y a plus de club espagnol en Ligue des Champions, c'est Manchester City sans le Real. Ils vont plus nous embêter. Je vais pas remettre une pièce dans la machine, mais il me semble qu'il y avait eu des problèmes similaires avec l'Olympique de Marseille, les supporters de l'Olympique de Marseille en Espagne.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais Contre c'est- Villarreal, je crois. contre Villarreal, ouais. Non, mais c'est un vrai sujet. Et ça ras-le-bol. Voilà. Alors, on va enchaîner les j'aime pas. Tiens, on va prendre un des tiens. Alex, tu veux faire ton j'aime ou ton j'aime pas? Je te laisse choisir. Bah, plutôt mon j'aime, on va Allez, pas faire autant de j'aime pas, mais j'ai quand même un petit mot sur mon j'aime pas à la fin, mais j'aime définitivement, inlassablement l'état d'esprit et la force mentale de cette équipe. Je vais juste commencer par dire que je suis pas convaincu que le PSG se serait qualifié à 11 contre 11. En revanche, même à 10 contre 11, sortir un match de gros bonhommes comme ils l'ont fait hier, dominer aussi outrageusement l'adversaire, le Barça, même s'ils ont craqué complètement, mais arriver à mettre tous les ingrédients de ce craquage, arriver à... En fait, j'ai rarement vu le PSG avoir autant l'ascendant mental sur un adversaire en Europe, même en Ligue 1. En fait, c'est hyper plaisant, c'est hyper satisfaisant. Je pense tous les que... problèmes qu'on avait rencontrés, effectivement. Tous Mais les en- problèmes mais en qu'on avait inversé. rencontrés. Mais Non, en inversé. mais non, mais on en a parlé la semaine dernière. Il y a un truc qui me fascine, c'est que concernant Luis Enrique, on parlait de méthode Coué. Bon, attends, qu'est-ce qu'il nous raconte, tu vois il est en train de nous la faire à l'envers, devant les médias, en conf, etc. On va y aller. On va se qualifier. Et en regardant le match hier, l'avant-match, et en se renseignant aussi un tout petit peu auprès du groupe ou des proches du groupe, effectivement, on avait un sentiment de sérénité, un sentiment de confiance, un sentiment même, j'irais beaucoup plus loin concernant Luis Enrique, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Enfin, on peut parler de culture de la gagne presque. Ouais. Concernant le Paris Saint-Germain, ce n'était pas le cas avec Pochettino, ce n'était pas le cas avec Galtier. Enfin, Tuchel même avant. Tourelle, c'est à part, mais j'ai l'impression que définitivement, enfin, avec le Paris Saint-Germain imparfait, puisqu'on a un Paris Saint-Germain imparfait, il n'est pas parfait, ce Paris Saint-Germain, qualitativement, stratégiquement, de manière intrinsèque, enfin au niveau des joueurs, c'est pas parfait. Mais tu as l'impression que ce gars-là parvient à non seulement convaincre ses joueurs, mais aussi le grand public et même les journalistes. Même certains journalistes, et c'est ça qui me fascine avec ce gars-là. Vas-y. Juste un petit mot. On a beaucoup parlé, alors nous, le Parisien, mais les médias de manière générale, de l'importance dans la vie et dans le staff de Luis Enrique, de Joaquin Valdés, son Préparateur mental. psychologue, même complètement Ouais. psychologue. Je pense qu'il faut vraiment pas minimiser. On en a tellement parlé au PSG de cet aspect mental. Alors évidemment, les joueurs sont pas obligés d'aller le consulter, etc. Mais même pour lui, pour Enrique, comment mettre en place les conditions d'une espèce de prophétie autorisatrice de bah oui, on va se qualifier. En fait, c'est bon, on va se qualifier. Et comme tu disais, Abdallah, en fait, les joueurs étaient sur le terrain hier. Dès le moment où il y a eu le carton rouge, en fait, on avait l'impression que c'est bon. On sait qu'on va se qualifier, donc c'est bon, on a juste à jouer. D'ordinaire, on y va, quoi. serait peut-être liquéfié. Mais même avant, Alors que là- le 1-0. Le 1-0, il y a 2-3 Oui, et minutes puis de beaucoup de flottement certitude. sorti du 1-0 avec l'action de Lewandowski qui peut faire 2-0 juste Ouais. après. Mais tout de suite après, ça repart. Mais Quoi. beaucoup de certitude, et ça c'est quand même assez rare avec le PSG ces dernières saisons. On a un club qui est quand même une équipe qui est naïve à la base, que tu disais qu'elle était jeune, mais effectivement, en fait, on est rentré dans la tête. Luis Enrique, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi les joueurs. C'est-à-dire que dans leur activation, c'est-à-dire que quand tu regardes Barcola, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y essaye. Et il va provoquer Arroyo. Arroyo, quand il pète son câble, Araujo. il tombe dans les bras de son entraîneur, sur le but, le 1-0. Il est comme un fou, il est hystérique, tu sens qu'il est tendu, tu sens qu'il est tout nerveux. Cette faute-là, Barcola, il est allé il lui est rentré dans la tête, il l'a provoqué. Idem pour Dembélé. Dembélé, le public le pourrit, le siffle, le hue. L'autre, il a le smile et il continue. Et je vous travaille, et je vous travaille, et je vous travaille. En fait, on les a malaxés. On leur est rentré dans la tête et on leur a bouilli le cerveau. Tu l'as quand même sorti. L'entraîneur et son adjoint, les deux ont pris carton rouge. T'as un carton rouge sur le terrain. Et en fait, l'arbitre et un pénalty concédé. Enfin, ça quand même, c'est le symbole, il est abominable pour Xavi. C'est-à-dire que, oui. en fait, péter un câble à ce point. En plus pour rien, parce que c'est une faute au milieu de terrain. En plus pour tellement rien, mais en fait perdre les moyens, il a abandonné le navire en fait. Ouais. Franchement, moi je pense que si Xavi est un grand entraîneur, un bon entraîneur même tout simplement. Tu recalmes les troupes, tu mènes 1-0, tu prends un rouge, ok, bah vas-y, on va jouer. On a bien vu que quand le Barça a essayé un peu d'attaquer en deuxième période, ils se sont procuré des situations, ils auraient pu avoir ce côté un peu ambitieux, audacieux, etc. Au lieu de ça, il a plongé la tête la première dans cette nervosité qui a contaminé tout le monde, et en premier notamment Joao Cancelo, son tacle débile sur Dembélé qui donne le penalty, c'est de la nervosité, c'est de l'énervement en fait. Sachant que le carton rouge arrive dans la foulée. Il pète son Ouais, bien câble, sûr. et là tu communiques du stress, quoi, de l'anxiété, voilà, au
reste de ton groupe qui se trouve sur le terrain, bim, carton rouge. Ouais, merci. Effectivement, de ce point de vue-là, Luis Enrique a totalement remporté cette partie. Alors, Abdellah, ton j'aime pas. Putain, je sais plus maintenant avec tous ces j'aime, Alors, j'aime pas. c'est un joueur qui est assez grand, qui a des gants. Alors, franchement, c'est un joueur assez grand qui a des gants. On en reparlera à Alex Aflalo qui a fait un excellent article là. Il y a 8 mois, ça y est. Ça aussi, tu vas te trimballer celui-ci. Je l'ai devenu. Alors là, je peux vous dire, ton plein gré. je peux vous dire que cet article-là, je le défendrai jusqu'à ma mort. Mais tu as bien raison. Parce que quand on regarde un peu les matchs de football, ce qui n'a pas l'air d'être votre cas, messieurs. On rappelle pour ceux qui ne le savent pas. On rappelle pour ceux qui ne le savent pas que tu avais sorti que tu avais écrit un papier à l'issue d'une étude que tu avais faite et que tu avais énormément travaillé sur le fait sur l'amélioration que du jeu de Donnarumma Donnarumma avait amélioré son jeu au pied et tu te basais sur de vrais chiffres. C'est pas juste une impression de tiens il a réussi son dégagement là maintenant. Et au demeurant, alors j'irai pas jusqu'à dire que Donnarumma a un jeu au pied parfait. En revanche, la personne qui ose me soutenir qu'il n'a pas un meilleur jeu au pied que les trois principaux de Paris, honnêtement, il est de mauvaise foi. Donc voilà, je défendrai ce papier jusqu'à la mort. Bon, on peut. Bon, là-bas, c'est un j'aime pas. Là-bas, c'est un j'aime pas. Il a transformé le truc en j'aime. Non, mais le gars. Bon, tu me donnes ton j'aime pas. Le jour où il a écrit son papier sur Donnarumma, il nous a envoyé un truc dans le groupe WhatsApp. On disait oh bordel, j'ai berdé les gars. Ne mettez pas trop cher, s'il vous plaît. Non, parce qu'en plus, c'était le jour de PSG Monaco. C'est quand il se trouve. 5-2 où il se trouve complètement. C'est la première fois qu'il y a un journaliste qui envoie son article en disant s'il vous plaît ne le relayez pas. S'il vous plaît. Menteur. Non, plus sérieusement, hier, évidemment que ce gardien, on en a débattu la semaine dernière. On parlait de top 2, top 3. C'est même plus la question en fait. J'ai l'impression en fait que ce gardien ne coche pas toutes les cases pour être un immense gardien. Il a encore énormément de lacunes. C'est-à-dire on l'a regardé hier en fait. Quand je l'ai observé, et même ses partenaires, je vous invite à revoir les images, j'avais l'impression, il n'était pas serein. Combien de fois j'ai vu Marquis, combien de fois j'ai vu Vitinha, ou combien de fois j'ai vu même Hernandez le regarder en lui disant mais dégage, ils n'ont pas, mais dégage, tu vois, il n'a pas cette sérénité. Dégage le ballon, dégage du club, mais dégage là, dégage la balle. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Il nous rassure pas. De ce point de vue-là, c'est l'un des meilleurs au monde sur sa ligne. Malgré son mètre 95, 96, 99. Oui, bonjour. 99. Il a travaillé son dossier. Mais en revanche, voilà, il est encore hyper fébrile et je ne sais pas si il pourra compenser, travailler ses lacunes à l'été prochain. Rapidement, Alex, parce que après, je pense que c'est un angle, quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs explorer. Hein. Pourquoi le Donnarumma de la Ligue 1 est aussi différent de celui de la Ligue des Champions? En Ligue 1, honnêtement, on a l'impression que rien peut lui arriver, qu'il peut tout encaisser, tout voilà. Et en Ligue des Champions, là, sur le but de Rafinha, il est même pas dans son but. Voilà, incompréhensible. Moi, il a 25 ans. Il faut quand même encore lui laisser. Bien sûr. Le poste de gardien de but, tu peux encore t'améliorer. Tu as un peu de temps. Et juste hier soir, je m'en suis amusé. Je l'ai dit à l'antenne. Mais effectivement, j'ai eu cette phrase si on va en demi, Donnarumma, c'est sophrologie. Parce que c'est pas possible. Les 10 dernières minutes, c'est lui qui est fébrile. Lui qui claque des genoux. Et il y a 2-3 moments, effectivement, où tu dois dégager des points sur les corners. Alors, il a mis le point une fois, heureusement qu'il est hors jeu. Il a mis le point dans la mâchoire de Lewandowski. Il a mis le point dans la tête de Lewandowski. Alors, il y a un moment. Mais il faut vraiment faire un gros travail mental, c'est pas possible. Alors, tu as fait un travail au pied, il s'est amélioré, maintenant c'est la tête qu'il faut travailler. La tête et les airs aussi. Alors, Bruno, oui, il te reste ton j'aime. Il me reste mon j'aime. J'aimerais juste vous rappeler le 25 avril 2022. Le 25 avril 2022, on a perdu un garçon qui s'appelait Marquinhos, 27 ans, perdu pour la cause, qui était embarqué par Neymar et ses bêtises et qui a traversé une saison ensuite complète. Le 25 avril, c'était bien sûr le Real Madrid, des matchs catastrophiques. Il s'est fait pourrir la tête. On avait perdu notre Marquinhos. Et hier soir, je suis super heureux d'avoir retrouvé notre capitaine, notre joueur guerrier, 437e match hier. Il nous a posé une masterclass dans l'envie, la détermination, le placement. Il a bouffé Lewandowski, Rafinha, tout ce que tu veux. Il n'y en a pas un qui passait. Quand justement notre grand avec des gants claquait des genoux et ratait le ballon, lui mettait des prunes dans les gradins en disant voilà, et en hurlant sa rage. J'avais l'impression de revoir notre Marquinhos en train de tacler comme un dératé face au FC Barcelone. Le Marquinhos aux appareils dentaires. Ouais, avec les bagues. Avec les bagues. Voilà, limite accroupi en train de hurler. Cette photo, elle a fait le tour de
notre cœur, de notre tête, de notre cerveau. On l'aimait pour ça et on l'a retrouvé hier soir. Et je suis vraiment content pour lui. Son frère a laissé passer le message que dans les journaux, ces derniers jours d'ailleurs dans le Parisien, que Louane nous annonce que voilà, il a envie de continuer, il a envie de s'inscrire. Et tous ceux qui lui ont, je vais être vulgaire, chié dessus, parce que franchement, il y en a plein qui voulaient le sortir. Posez-vous les bonnes questions et moi jamais je sors Marquinhos de cette équipe et de ce club, je le garde, il reste à la maison. En plus avec Lucas Hernandez, tu as un duo de guerriers, de tueurs à gages, faut y aller, faut les laisser. Voilà, je suis moi qui suis l'animateur de l'émission une fois et celui qui dit des gros mots. C'est ça. C'est Bruno. Non mais attends, très heureux. Je mettrai un euro à la boîte à sous. Non mais juste rapidement. J'ai 2 secondes. Non, rapidement. Vas-y. Beraldo qui s'était totalement planté avec Lewandowski. Et hier, Lewandowski, on l'a absolument pas vu. Pourquoi on l'a pas vu? Première minute de jeu, Lucas Hernandez dans les airs, bam, la charnière, une cartouche énorme à Lewandowski pour lui dire. Alors les vacances avec Beraldo, c'était très sympa. Le match retour, tu vas voir, tu bouges plus. Et Marquinhos dans la foulée. Non mais franchement, il a été exceptionnel. Il a survolé le match hier et il faut lui rendre hommage parce qu'il en a pris plein la tronche. Allez, on va terminer avec le j'aime pas. Allez, très rapidement sur mon j'aime pas. Je suis un tout petit peu déçu de pas plus avoir vu Gonzalo Ramos sur les 2 matchs. Je persiste à dire qu'il manque d'une présence dans la surface dans cette équipe du PSG. Alors, au match retour, rien à dire, puisque le retour de la triplette Barcola, Dembélé, Mbappé a été très concluant. Mais en fait, vu le nombre de ballons qu'on arrive à exploiter sur les côtés, je trouve que Gonzalo Ramos, en plus qui sortait d'une très bonne dynamique, d'une très bonne série de matchs, aurait mérité d'avoir plus de minutes. Hier, il ne joue même pas. Voilà, c'est un petit peu dommage à mon goût et voilà, c'est juste mon seul petit grief avec Luis Enrique. Bon, c'est peut-être pas mérité par rapport aux performances qu'il a eu Gonzalo Ramos dernièrement avec le PSG, mais finalement, tactiquement, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Luis Enrique? Non, on peut pas le blâmer parce que d'un certain point de vue, d'un point de vue tactique, Mbappé s'en est pris plein la tronche aussi. En dépit de son match, il a fait le boulot tactiquement Mbappé. C'est-à-dire que les 2 centraux de Barcelone ont systématiquement focalisé sur Mbappé, ce qui a laissé des espaces l'autre côté. Donc de ce point de vue-là, on peut pas. Même au-delà de ça, Mbappé il a eu un rôle aussi dans le fait que Koubarsi n'a pas touché un ballon du match. C'est ça. Après, il a été déporté un peu à droite alors qu'il est gaucher, Koubarsi après. Oui, mais je me dis que de toute façon, Gonzalo Ramos, là, vu le calendrier qui arrive pour sa première saison, il va aller encore en planter quelques-uns. Il va aider, peut-être pour la demi, il sera là. Là, j'ai une photo sous le nez où tu le vois en train de sauter sur le dos de tout le monde sur la qualification. Je pense que le gars est dans le projet, même si effectivement. Je préférais le voir rentrer que Colomboigny, parce que Colomboigny, les 3 ballons qu'il a touchés, j'ai eu mal au ventre. Voilà, c'est une déception très mineure. Je trouve qu'il aurait mérité d'avoir un peu plus de temps de jeu, et notamment en plus à l'aller où on aurait vraiment eu besoin de cette présence qui pèse dans la surface, d'avoir un peu un mec pour aller embêter Christensen, embêter Araujo, embêter Koubarsi. Ça aurait été, je pense, pas mal. Maintenant, voilà, on le verra face à Dortmund. C'est très mineur, et voilà. Et à Dortmund, effectivement, il y aura peut-être quelque chose à faire parce qu'ils ont aussi des grands gabarits. Alors, ça c'est pour les j'aime pas. On va faire le premier débat. Le premier débat, il est sur Luis Enrique. Vous en avez déjà un petit peu parlé, notamment quand on a parlé de la force mentale. La question que je vous pose, c'est Luis Enrique a-t-il convaincu les derniers réticents? Je dis ça parce que je suis un peu subjectif. Moi, j'ai pas besoin d'être convaincu depuis le début. Je suis un peu défenseur. Je suis un peu défenseur de Luis Enrique. Est-ce que je dis ça et j'ai l'impression que tout le monde m'a rejoint, ou vous pensez qu'il y a encore des gens qui vont mettre en doute l'influence qu'a Luis Enrique dans cette équipe? Je crois que les seuls qui en doutent encore, c'est des gens qui animent une émission de radio sur une chaîne concurrente. Tu veux dire qui ont un rapport avec Monte Carlo à peu près? Ouais, non, mais qui sont les seuls qui sont encore les seuls à s'entêter dans cette espèce de déni ridicule. Vas-y, on arrête. On arrête, on va avoir des problèmes. Non mais franchement, voilà, je trouve ça dommage parce que voilà, je pense que déjà quand il avait fait enchaîner 27 matchs sans défaite avec le PSG, il méritait déjà le respect et la reconnaissance et des supporters et même des journalistes, parce que alors, je pense qu'il y a quand même il y a un peu de brouille dans la communication, ce qui peut arriver maintenant. Jusqu'ici, tous ses choix lui donnent raison. Jusqu'ici, quand il nous disait non mais c'est moi qui sais, c'est moi qui comprends, je prends les décisions parce que je sais le projet que j'ai derrière la tête. Jusqu'ici, encore une fois, ça lui donne raison. Et du coup, voilà, est-ce que c'est l'élément, le match fondateur de son épopée au PSG? Peut-être. Est-ce que tous les médias et tous les observateurs vont changer de ton à son sujet? Peut-être. En tout cas, je pense qu'il l'aurait bien mérité. Et pour moi, il le méritait déjà depuis plusieurs mois. Abdallah, je sais que tu ne faisais pas partie des convaincus du début de saison.
puisqu'on a Absolument. débattu, Absolument, toi et je moi, me et cache- on n'était pas absolument. forcément d'accord Retournement de là-dessus. Non, non. Est-ce que tu as changé d'avis Alors- Est-ce qu'il t'a convaincu ou est-ce que tu vois toujours Déjà, des choses tu l'auras sans doute remarqué depuis quelque temps, à chaque fois que je te croise, mon cher Ouais. Romain. Voilà, je lisse un petit peu mon discours vis-à-vis de lui. Je suis plus aussi. Non, j'étais hyper sceptique au départ. Tu te souviens, on en a parlé à maintes reprises. Désormais, en fait, il a réussi à me convaincre. Il a réussi à me convaincre parce que voilà, il a réussi à mettre ses idées en place, sa philosophie, parce qu'on peut parler de philosophie de jeu en place, même si parfois on a du mal à comprendre, tu vois, en tant qu'observateur, on a du mal à comprendre ce vers quoi il veut aller, etc. Parce que c'est qui tout double un petit peu ce qu'il met en place. Voilà, il peut se mettre des joueurs à dos, etc. Tu les changes de poste quasi chaque semaine, qui jouent à gauche, à droite, etc. Les mécontents sur le banc, comme partout. Mais globalement, c'est plus que ce qu'il met en place sur le terrain. Moi, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Je radote un peu, mais c'est l'état d'esprit qu'il a réussi à inculquer au sein de ce club compliqué. Parce que c'est un club compliqué. Tu parles pas d'effectif, tu parles de club complet. C'est-à-dire que je parle de club, ça diffuse sur tout le la monde. complexité de ce club, de l'environnement, de ce club. Il est arrivé avec l'histoire d'Mbappé, le Japon. Il a ça sur le dos. Il doit gérer, voilà, en 11 arrivées. T'arrives, t'as la moitié d'un effectif qui change, etc. Il doit composer avec une nouvelle direction, avec Luis Campos, etc. Malgré tous ces éléments presque défavorables au départ, en fait, il a réussi à se mettre avec difficulté, il a réussi à se mettre énormément de gens avec lui, enfin qui l'ont accompagné, voilà, dans sa démarche. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il avait mis en place parce que j'étais même en conf de presse, on avait du mal à comprendre ce qu'il voulait nous dire, etc. Parce qu'il en a la protection quasi systématique de son groupe. Mais c'est factuel. C'est factuel, les résultats, 1, lui donnent raison, 2, il a réglé énormément de problèmes, et la plupart des joueurs, on l'a vu sur le terrain hier. Là, tout à l'heure, tu as cité, il me semble que c'était Ramos sur bord pelouse, même un Kolo Muani qui avait fait, sur le bord pelouse, qui avait, qui était rempli de joie, tu vois, au moment du Vitinha en après-match, du Vitinha, etc. Vitinha Donc, il a en créé après-match, un truc. il dit dans une interview, mais il est incroyable, Mais il nous donne de la confiance, on est tous derrière il lui. est souriant, tu vois, il est parti, il est singulier ce gars-là, tu vois, et en plus, tu vois, il n'a pas peur, et c'est ce que j'apprécie chez ce mec-là. Bruno, Oui. t'es convaincu toi ou pas? Convaincu sur c'était l'homme de la situation, sûrement. Je reste encore dans les. Moi, quand je l'ai vu arriver, je n'étais pas un grand fan et je suis pas fan du communicant. Mais sur le point de vue sportif, que veux-tu que je dise? C'est une réussite. Il s'est foiré sur le match de Barcelone. L'aller, il fait 2-3 choix tactiques qui sont pas bons. Il se fait un petit peu aspirer par Xavi. Il redresse tout. Il renverse la table là et il emmène Paris en demi-finale. On est sur un bilan d'une demi-finale de Ligue des Champions. Pas un bilan, c'est un pré-bilan même. Demi-finale de Ligue des Champions, finale de Coupe de France et un titre de champion de France qui arrive à. Tu peux être champion mercredi. Tu peux être champion mercredi. C'est vrai. Du côté de. Oui, si tu gagnes les deux, Et tu que peux Brest, être, Monaco fait nul. Voilà, donc sur Lyon d'abord et après derrière Lorient. Il est en train de me convaincre et je rejoins Abdella sur le fait d'avoir repris ce club en main, d'avoir annoncer la couleur. Il n'est pas forcément tout le temps très sympathique, avec tout le monde. Alors avec le personnel, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est quand il a pris une décision, tu lui feras pas changer d'avis. Quand c'est tout le monde me suit et vous faites ce que j'ai à vous dire. Et en gros, c'était peut-être ce qu'il fallait au Paris Saint-Germain, à ce PSG, à nous aussi suiveurs, à nous aussi supporters, à nous aussi fans, de dire vous êtes gentils, arrêtez de prendre le chou, vous me suivez et on va voir où on va. Et on verra si on arrive à bon port. Alex. Je pense que en fait, c'est là qu'on voit, en fait, dans la manière dont il a eu un impact aussi rapide et aussi drastique sur le PSG, c'est là qu'on voit la différence entre des bons entraîneurs, comme peuvent l'être Thomas Tuchel ou Unai Emery, Pochettino, Galtier, j'en parlerai un peu moins, mais, sont des entraîneurs. mais qui sont des bons entraîneurs, des entraîneurs un peu plus expérimentaux, peut-être un peu moins expérimentés, on va dire, et des grands entraîneurs. Je pense que la manière dont le groupe réagit, même si tout le monde n'a pas le temps de jeu dont il rêverait, à son management, pour moi, prouve que je pense que Enrique fait partie de cette catégorie d'entraîneurs qui peuvent changer les carrières de certains joueurs. Voilà, et c'est pas rien. Je pense que Vitinha, il se souviendra toute sa vie de l'impact que Luis Enrique a eu sur sa carrière. Je pense que Barcola s'en souviendra toute sa vie aussi. Il y a plein de joueurs qui va pouvoir vraiment tirer vers le haut, etc.
Et je dis ça en ayant eu moi aussi évidemment des doutes quand il est arrivé parce que j'ai vu son équipe d'Espagne faillir quoi. Son équipe d'Espagne a fait demi-finale de l'Euro, mine de rien. en Oui, mais 2021. moi je te parle de ses performances en Coupe du Monde qui étaient Ouais. voilà moi, la dernière impression que j'avais de Le Luis Enrique, c'était le 0-0 contre le Maroc Ouais, ouais. où tu fais 1500 passes et que tu marques pas un but quoi. Donc c'est voilà, c'est voilà, avec tout ça, je pense que, enfin, aujourd'hui, je pense que Luis Enrique, quand il est dans un contexte de club comme ça, il a vraiment cette possibilité d'être un entraîneur comme peuvent l'être Ancelotti, comme peuvent l'être Guardiola, juste des très très grands noms, quoi, des très grands des maestros, quoi. Abdellah. Ouais, et c'est bien ce que tu dis parce qu'effectivement, le Guardiola, quand il est arrivé à Man City, c'était compliqué. Arteta, il y a 2 ans, il était à 2 doigts de prendre la Klopp, porte, etc. pareil, Klopp, Liverpool, c'était ouais, faut laisser le temps à ses entraîneurs. Et dernière chose, franchement, je le pense sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il a choisi la plupart des joueurs qui composent aujourd'hui l'effectif parisien, Il n'est pas façonné à son image. cet qui n'est pas effectif-là. façonné à son image, mais malgré ça, il a réussi à exploiter le meilleur de chacun au sein de cet effectif. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'individualité aujourd'hui. Enfin, au Paris Saint-Germain, on parle de collectif, on parle d'état d'esprit et de collectif. Et de ce point de vue-là, pardon, il a gagné. Et juste un tout petit mot sur je rebondis juste sur ce que vient de dire Abdellah. Je pense qu'une des plus grandes leçons qu'on peut retirer du match, de la double confrontation, en tout cas PSG-Barça, c'est que même quand Mbappé est moins bien, parce qu'on en reparlera peut-être, mais son match d'hier, il n'est pas non plus phénoménal, il y a d'autres joueurs qui sont désormais capables d'être des leaders, d'être des mecs qui sont décisifs. Vitinha a marqué sur les 2 matchs, Dembélé a marqué sur les 2 matchs, Barcola a été immense quand il est rentré en jeu la semaine dernière, il a été encore une fois très très grand. Voilà. Maintenant, il y a des mecs qui peuvent prendre leur lait. Et ça, c'est la résultante de tout le travail de toute la saison de Luis Enrique, de cet aspect mental dont on parlait, de la polyvalence qu'il a cultivée chez les joueurs, de l'aspect tactique qu'il a développé, etc., de ses idées et tout. Donc voilà, On a 2 doigts de se rendre compte que travailler les prochaines années, ça nous aide pour aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien, moi. Moi, il y a- des petits messages comme ça. Hein, mais... Il y a un truc qui me fascine en fait dans son approche avec le Paris Saint-Germain. C'est un peu la personne qui débarque et on lui dit bah voilà, t'as un grand magasin, c'est un bordel pas possible, c'est un foutoir pas possible. Et le type il dit waouh, des super joueurs. Alors attends, ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Alors Bon, attends, ça, vous me le dégagez. voilà, vous me le dégagez. Ça, Lui là. là, celui qui est en train de le tirer au flanc là, vous me le sortez. Bon bah, toi, je suis obligé de te garder, mais tu vas rester avec moi. Et le gars, en fait, il a fait l'alchimiste. En fait, il s'est fait ses courses. Il est en train de créer. On a quand même pesté sur ses compositions d'équipe. Pendant 6 mois, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous a tout changé. Il a testé. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Hier, quand il leur dit changement de tactique, on passe à 11 contre 10, on sait ce qu'on doit faire. Et là, tout d'un coup, clac, 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 tu vois les gars se mettre en place. En fait, il est rentré dans la tête de ses joueurs. Il a mis en place tout un système et on n'est qu'à l'an 1 de son projet, effectivement, sans avoir encore les joueurs qu'il veut vraiment. Voilà. Donc, je suis assez fasciné par ça. Et c'est là-dessus où bravo à lui. Et hier, il y a des gars qui disaient c'est le boss, c'est Monsieur Boss. Il y en a un qui l'a appelé El Senior Remontada en conférence de presse. Le gars prend le micro, il fait Senior Remontada, bonjour. Voilà, ça l'a fait sourire parce que comme il a un ego surdimensionné, mais finalement qui est plutôt pas mal pour le Paris Saint-Germain parce que ça fait ça prend toute la pression. Ouais, c'est ça, ça te protège du soleil pendant un moment. Donc c'est plutôt pas mal. Mais vraiment il est en train de me convaincre. Après, je reste toujours dubitatif sur sa communication austère et un peu rêche. Mais s'il faut passer par là pour que tu ailles à Wembley et que tu vives des émotions fortes, Elle est superbe la métaphore du grand magasin. Ouais, Et je pense que tu n'es même pas loin. Ah non, mais tu devrais faire de la radio. Et je pense que tu n'es même pas loin de la vérité. Non, mais... je te parle de la vérité, je te parle de réalité, Bruno. Ça veut dire quoi, ton grand magasin? Il est arrivé, QSI avec Nasser Al-Khelaifi, c'est les échos qu'on avait nous de notre côté, on en a ras-le-bol. Écoute, il y a les clés du camion. Ouais. Tiens, prends. Mais oui. Fais ce que tu veux, mais débarrasse-nous. Tu te rends compte, on lui a donné le Poissy, le campus à Ouais, c'est Poissy. ça, oui. Il est là, il fait waouh, c'est un centre de performance pas mal, meilleur du monde. Eh ben on va le mettre C'est en ça. route. Les gars, tu veux aller faire la bringue? On passe à Vas-y. les noms. Sors, pas de Vas-y, problème. Ceux qui travaillent vont rester avec moi, je vais te faire bosser. Absolument. Il y en a 2-3 là qui cirent le banc, qui auraient dû être à droite en quart de finale de Ligue des Champions et qui n'ont pas joué ce match-là parce qu'ils sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Et ben
ces gars-là, en fait, ils sont mis en marge. Et lui, en fait, il a un effectif, il y va, il voit la formation, il est là. Waouh, les jeunes. Mayoulou, c'est quoi ça? Très bien. Allez, viens, monte dans le truc. Viens avec moi. Xavi Simons, ramenez-moi le truc. On va voir ce que ça donne l'année prochaine. C'est ça qui est génial. Et en fait, il fait ses courses. Ouais. Voilà pour Luis Enrique. Si vous n'avez pas été convaincu, le plaidoyer est quand même plutôt pas mal. On va faire une pause et on revient pour la suite de nos débats tout de suite dans 100% PSG, la tribune. Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris. Après la qualification historique en Ligue des Champions à Barcelone, le Paris Saint-Germain retrouve le championnat pour continuer sur cette dynamique avec la réception de l'OL qui est en pleine bourre en ce moment. PSG Lyon, c'est à vivre ce dimanche dès 20h30 sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, 100% supporter du PSG. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, toujours avec Bruno Salomon de France Bleu Paris, Présent. Alexandra Fallo du Parisien, Abdellah Boulma. Jean Félix. Oui, bonjour Jean. Abdellah Boulma, journaliste indépendant. Jean Boulma. Jean Boulma. Je suis fatigué. 1h30 de Jean sommeil, les Boulma. copains. Là, vous savez, à l'heure où on Jean tourne, Boulma. à l'heure où on enregistre, il est 17h49 très exactement. Je pense que dans 2 heures, je vais pouvoir m'endormir. Je vais pouvoir passer. Attends, il dit Voilà. ça, l'amoureux de football, il va être devant Real Manchester avec ses yeux comme ça. Je le sais, malheureusement. Bah oui, tu vois. Maintenant Oui. qu'on a passé le Barça, qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions, on va pas se projeter tout de suite sur Dortmund parce qu'on aura le temps, c'est dans 15 jours et on aura le temps de revenir. Ça vient vite, hein, mine de rien, ça vient vite. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que vous en parliez un petit peu dans l'analyse de la rencontre, on n'a pas eu un PSG parfait. Ouais. On a un PSG qui a encore une marge de progression. Pour vous, elle tient dans quoi cette marge de progression? Qu'est-ce qui pourrait encore s'améliorer pour faire passer cette équipe, à cette équipe un nouveau cap, et notamment cette saison? Je ne vous demande pas de me dire on a besoin d'un arrière-droit plus performant qu'Hakimi ou un truc dans ce genre-là. Non. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'avec les éléments qu'on a aujourd'hui, on peut encore s'améliorer? Alex, tiens, vas-y. Je pense que y a pour moi 2 choses principales. La première chose, c'est je trouve que le PSG concède encore un peu trop d'occasions. Défensivement, ça reste fébrile. Alors, si en plus on n'a pas le même Donnarumma qu'en Ligue 1, ça peut vite devenir compliqué. Même si je trouve quand même que le quatuor défensif a quand même plutôt bien marché hier soir. J'aimerais quand même. C'est le quatuor qu'on attendait depuis le début de saison. Hein. C'est ça. Hakimi, Marquinhos, C'est Lucas le- Hernandez, Nuno Mendes. Le quatuor C'est la titulaire, première fois qu'on pouvait les mettre ensemble en Ligue des Champions. Ouais, Enfin, en champion. et clairement, voilà, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans ce quatuor-là et dans la façon dont il s'anime, etc. Il y a des choses que j'ai un peu moins aimées. En fait, je me dis qu'avec un peu plus d'expérience collective ensemble, peut-être que ce sera un peu mieux huilé. Et l'autre chose, mais après, ça dépend malheureusement pas de l'équipe, c'est juste qu'on pourra en reparler si vous voulez. On a besoin d'un Mbappé niveau Qatar 2022, quoi. Un mec qui te prend les choses en main, un mec qui te fait des trucs de fou, un mec qui. Enfin, hier, il marque 2 buts. Et pour autant, j'ai pas l'impression de. Il est précieux collectivement, etc. J'ai pas quand même l'impression qu'il a fait un grand match. Et on attendait un grand match de sa part. Alors, je troque avec grand plaisir des quarts de finale moyens contre des demi extraordinaires. Mais c'est sûr que je pense que ça passera aussi par au moins une demi-finale exceptionnelle de Kylian Mbappé. Mais moi, je comprends pas. On m'avait déjà dit que de toute manière, pour passer, il fallait absolument que Mbappé soit extraordinaire. Il faut juste qu'il soit intégré dans le collectif. Mais après, derrière, on est bien d'accord quand même, Romain, que voilà, un Kylian Mbappé extrêmement performant et de feu peut te renverser la table et t'emmener à Wembley par la main. Là, ce qui est intéressant par rapport, juste pour rester sur Mbappé quelques instants, tu sentais que ça pouvait finir en mauvais bouillon. Entre lui et le PSG. Là, il a vécu des émotions. Hier, il est venu nous dire qu'il était très fier de ce qu'il avait vécu, etc. Et qu'il était très fier d'être parisien. Mais je pense que ces émotions-là, l'énergie que lui apporte le groupe, le côté un peu cohérent, on te remercie, même si t'es pas extraordinaire, même si tu marches pendant tout un match, même si hier soir, t'étais pas le meilleur, et on est avec toi et on a besoin de toi et on fonde un truc et on est une famille. Et ces émotions-là, je suis persuadé que quand il faudra qu'il aille faire le petit effort supplémentaire face à Dortmund pour aller gratter un ballon, défendre un tout petit peu ou aller marquer le but qui ira bien, il sera là. Enfin, moi, c'est en tout cas mon ressenti. À l'image du but, je crois que c'est quoi? C'est l'avant-dernier ou enfin, c'est le dernier Non, d'Mbappé, le etc. quatrième, La récupération dans la surface, c'est qui? Oui, le quatrième. Allez, c'est lui. C'est qui? C'est C'est Mbappé. lui, c'est Mais Mbappé. justement, cette récupération dans la surface symbolise en fait
tout ce dont on parle depuis des semaines et des semaines concernant ce gamin. S'il faisait systématiquement ce genre d'action à tous les matchs, on n'aurait pas ce type de débat. On n'aurait absolument pas ce genre de débat. Parce qu'effectivement, Mbappé, t'en as besoin. T'en as besoin de ce mec-là. Mais t'as besoin, comme t'as besoin de n'importe quel joueur qui fait partie du top 5 mondial, quoi. C'est ça, absolument. En fait. Parce que tu mettrais un Ronaldo, enfin Messi, j'ai pas envie de remuer. Ouais, bien sûr. Où tu mettrais... Juste un truc, les amis, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Les 2 seules fois sur les 5 dernières années où le Paris Saint-Germain n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions, c'est quand on a eu Lionel Messi. J'étais convaincu qu'il allait pas Bercy, pas Bercy, j'étais convaincu qu'il allait pas sortir Bercy, Non, et mais j'étais Messi, convaincu. Inter Miami, tout ça, reste chez toi. Après, on pourrait faire un débat sur Mbappé, etc. On en a déjà longuement Oui, débattu. mais Et tu as entièrement raison dans ce que tu as dit, mais juste par rapport à Luis Enrique, parce que c'est la question qui a été posée, il me semble, mon cher Romain. Enfin, Non, là, parce c'est la que marge ça de progression. c'est la marge de progression. Je ne suis absolument pas faillot, mais je veux dire la vérité. Mais parce je que là, on t'avoue empiète complètement de mon t'avoue avis. que dans la marge de progression, je pensais un petit peu à Mbappé. Parce que je savais que ça allait venir assez vite. Fini, après, Juste 2 secondes. Le gars du Parisien, là. Non, plus sérieusement. Pourquoi on parle de Mbappé dans 5-6 matchs c'est terminé, les gars. Ça y est, je veux dire, on parlait de Mbappé, c'est bien pour la finale de Ligue des Champions, finale de Coupe de France éventuellement, etc. Le championnat est quasi dans la poche, mais Mbappé, ça y est, c'est terminé. Je veux dire, on n'entrevoit plus l'avenir avec Kylian Mbappé. Non, mais alors, d'accord, mais ça y est, c'est terminé. Entre maintenant et le moment où c'est terminé, tu peux aller chercher le Ligue des Champions. Oui, évidemment. Non, mais je te parle. Mais non, mais je rebondis, on recontextualise par rapport à l'avenir. C'est la question. Oui, c'est l'impression de te parler. Moi, c'est la marge de progression pour cette année, là. Pour la suite de l'année. Ah, pour la suite de la marge de progression pour les 5 matchs qui restent. Ouais, bah oui. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. L'enjeu, c'est ça. C'est que, c'est terminé dans un mois, mais d'ici un mois, tu peux être champion d'Europe, quoi. Pour un abruti. Du coup, juste si je peux répondre à ce que tu dis, ça va être une cacophonie cette émission, mon Dieu, les auditeurs. Les gens savent qu'il faut baisser le son. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment confus, je parle trop fort. En fait, pour moi, ce que je veux dire par mon propos, c'est que le Mbappé assez collectif qu'on a vu hier soir, assez important dans tous les rouages du groupe, était important à 11 contre 10 pour maintenir, on va dire, la cohérence collective. Cependant, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il aurait fallu un Mbappé exceptionnel individuellement pour gagner à 11 contre 11. À 1-0, pour gagner un 11 contre 11, s'il n'y avait pas eu le rouge d'Araujo, je pense qu'il aurait fallu un Mbappé du niveau du 4-1 il y a 3 ans. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, il marque quand même 3 buts sur les 2 matchs. Combien 2 buts. Non, 2 buts. Bah, 2 buts, il marquait 2 buts hier. Les deux derniers, le penalty et le voilà. Mais en fait, c'est pas une critique fondamentale de sa carrière au PSG. Enfin, pour le coup, au match aller, il est abominable, mais ça tombe. Oui, d'accord. Sur le retour, je le trouve pas exceptionnel. Je pense encore une fois que si on a ce collectif aussi bien huilé, ces joueurs qui se connaissent parfaitement, qui fonctionnent parfaitement ensemble, et un Mbappé qui arrive à retrouver son niveau de jeu, son niveau de son aspect décisif, extraordinaire, joueur extraordinaire comme on a pu le connaître, honnêtement, on ne peut que espérer. On peut que espérer d'aller au bout. Après, pour les échéances qui arrivent pour le Paris Saint-Germain, moi, ce que je souhaite, c'est de la consistance. Parce que, je veux juste rappeler, on est qualifié, j'ai kiffé, on a adoré, c'est fantastique. Mais si je fais le bon calcul, vous m'arrêtez, donc on a joué 20 minutes au premier match. 20 grosses premières minutes. Le début de la seconde période. Début de la seconde période. Et peut-être, 10 minutes en début de match. Donc, allez, ça nous fait 30 minutes. Donc, ça, déjà, on se met 30 minutes de côté. On rate notre début de match. Il faut une expulsion. Enfin, en tout cas, on n'est pas. On rate. On en prend un. On prend un contre sur la 12e. Mais donc, pour moi, en fait, en gros, globalement, on a joué un match sur 2. Mais c'est une image. Mais on a joué un match sur 2. Donc, si tu veux aller au bout, de ce que tu fais, il faut plus de consistance et moins de trous d'air. Et donc, j'espère que ce Paris Saint-Germain n'aura pas ces trous d'air et donc être plus consistant dans ce qu'il fait. Alors, les cyniques, ils vont te dire que quand tu as joué contre le Real Madrid en 2022, tu as été bon 3 mi-temps sur 4. Bah ouais, non, tu t'es fait climer là-dessus. C'est ce qu'on a retenu de Pochettino. Ouais, il a été bon. D'ailleurs, c'est sa plus grosse mi-temps sur toute la saison. Oui. Moi, personnellement, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas besoin d'être exceptionnel sur 4 mi-temps pour passer. C'est-à-dire que tu as besoin de consistance dans le jeu, parce que moi, les trous d'air que tu as pu voir, les 45 minutes complètement claqués le premier match, ou je sais pas. En vrai, j'entends, mais juste, en fait, pour moi, ça me dérange pas que l'équipe ait des temps faibles, du moment que tu fais tout sur tes temps forts pour gagner. Et c'est plutôt ça l'enjeu. On va dire limiter le plus possible l'impact des temps faibles sur le résultat, et derrière maximiser les temps forts, minimiser les temps faibles. Et c'est exactement ça, c'est très juste. Et aujourd'hui, il y a très peu d'équipes qui sont souveraines sur 90 minutes. Surtout sur certains.
Sur certains, oui. Tu Non, mais peux pas je- être, tu non, peux mais pas je veux être, bien. juste, pardon. Non, vas-y. Tu peux pas être souverain. Même Man City. Même le Real Madrid, en fait, c'est des équipes qui ne sont pas souveraines sur 90 minutes. Tu vas avoir des temps forts, des temps faibles, etc. C'est compliqué parce que la lecture d'un match, pour revenir très très rapidement sur Mbappé, la lecture d'un match, c'est pas seulement d'attendre d'Mbappé, parce que c'est un génie effectivement qui soit capable, voilà, de nous débloquer. C'est tout le travail de l'ombre aussi que font certains joueurs. Et hier, Mbappé, encore une fois, vous allez me prendre pour... oui, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il a fait un travail de l'ombre redoutable. Hier, on ne l'a pas vu à l'antenne, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a des joueurs comme ça qui passent à travers les mailles du filet, par exemple comme Warren ou par exemple comme Fabien Ruiz ou d'autres, etc., mais qui font un travail de l'ombre redoutable, que ce soit tactique ou physique, et qu'on ne voit pas sur 90 minutes. Ça, il faut aussi l'expliquer aux gens. Non, mais attends, moi je suis d'accord sur Mbappé. Attends, par rapport à ce qu'il nous a fait au match aller, il y a Le jour et la nuit. le jour et la Oui, nuit. bien sûr. Donc, c'est-à-dire Oui, que bien là, sûr. il a été Sans impliqué être collectivement. stratosphérique, hein. Non, mais il a été impliqué collectivement. Tu sais, à un moment donné, quand il y a le but, je ne sais pas si vous l'avez vu, si les images ont été faites, mais il n'arrêtait pas de taper ses tempes en disant la tête aux joueurs. Il disait à tout le monde de se calmer. Enfin, il a tenté de jouer son rôle dans son collectif. Oui. Et ça, rien que déjà ça, cette Bah, attitude-là. c'est plus qu'au match aller. Déjà, c'est plus. Ah oui, S'il y avait eu ça au match aller, le score aurait peut-être pas été le même. on est bien d'accord. Alors voilà pour la marge de progression. On va écouter Nasser Al-Khelaifi, président du Allez. PSG, parce qu'il y a eu quand même une victoire, une qualification. Ça veut dire que Nasser Al-Khelaifi descend pour parler. C'est vrai. Parce que sinon on entend moins. Faudra que je vous parle quand même de la zone mixte du côté de Barcelone. Hier, c'était rock'n'roll. On écoute tout de suite le président du PSG. C'est magnifique. Vraiment, c'est un magnifique moment historique pour le club, pour nous, spécialement ici. Barcelone, à cet stade aussi. On est une équipe, vraiment grande équipe. On est tout le monde envie pour donner tout, plus de 200%. Le sentiment vraiment très très fier. Je pense que c'est un des meilleurs moments pour moi quand j'ai arrivé ici. C'est magnifique. Alors c'est intéressant. Un des meilleurs moments pour moi depuis que je suis arrivé ici. Et donc ça va être notre dernier débat. Ça va être notre dernier débat. Et après, attends, Oui, elle est travaillée. c'est un peu bossé quand même. Là, elle est bossée. hein. C'est mieux que quand c'est l'autre qui. Comment il s'appelle Comment il s'appelle Il a juste avant, le même juste nom avant, que le comédien là, je sais pas comment il s'appelle. là. Il s'en va. Il s'en va. Mais non, reviens. Bruno. Il se barre vraiment. Il se Il se barre barre vraiment en fait. Bon, alors, je voulais qu'il nous raconte les Ah, off de il la zone revient. mixte, mais sur. Tu sais que quand tu dis ça, on ne t'entend plus. Hein. Normalement, Tu sais que j'y ai cru là, Bruno, j'étais un peu flippé. Non, mais moi je me suis dit, il a soif, il va chercher un verre tu d'eau. veux nous raconter les off de la zone mixte du stade Louis Compagnie ça Non, manque-tu c'est en fait, alors je l'ai pas vécu même, mais c'est notre pote Julien Froment qui l'a vécu. Et en fait, vraiment, je souhaite bon courage à Kylian Mbappé, parce qu'il faut savoir que Kylian Mbappé est venu en zone mixte et la presse espagnole, il faut vraiment qu'ils prennent des gouttes, hein, tous. Hein. Il faut vraiment qu'ils se détendent tous. Hein. Et puis, alors, Chiringuito, c'est les pires, je crois que eux, mais eux, là, ils ont vu Kylian Mbappé. Le journaliste de Kylian Mbappé a vu, enfin, de Chiringuito a vu Kylian Mbappé. Le mec est devenu hystérique. Pousse tout le monde, caméra, coup de coude, machin, etc. J'ai cru que mon Julien Froment, il allait faire coup de fou panda avec un des journalistes de Chiringuito. C'était hyper tendu. Et puis, il a dit en fait, il a répondu en espagnol. Et puis il parle bien. Hein. Oui, il parle bien, il parle très bien, mais sauf que la vraie problématique, c'est que nous, en tant que journalistes français, on n'a pas envie d'entendre Kylian Mbappé en espagnol. On a envie d'entendre nous dire, oui, on a envie d'aller jusqu'à Wembley en français et non pas en espagnol. Mais comme eux, ils finissent même pas les phrases et on n'a même pas le temps d'avoir la fin de la phrase de Kylian Mbappé, que eux, ils te posent des questions parce qu'ils comprennent pas quand ça s'arrête en français. Ouais. Donc c'était vraiment très tendu, c'était vraiment très particulier. Voilà, c'est juste pour entre les journalistes et la sécurité, Bruno ne passera pas ses vacances. Mais ce qui est intéressant, Barcelone. Alors je le dis, mais il y a aucun problème, je l'assume. Par contre, pour revenir un peu sur le débat qu'on avait eu tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis le début de saison, quand Kylian Mbappé parle, c'est un événement. Là, les interventions de Kylian Mbappé sont noyées dans la masse des réactions du match de Barcelone. C'est vrai que ça aurait été. Je pense que en plus les phrases qu'il dit sont hyper fortes, mais en fait hier il y a tellement d'euphorie, tellement de oh là là le PSG extraordinaire, Luis Enrique, le PSG est tellement au-dessus que l'actu PSG est au-dessus que. Voilà. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que je souhaite bon courage à lui, à sa com et à sa famille, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas dans quoi ils vont. Peut-être qu'ils le comprennent, mais entièrement. Ils sont complètement. Je pense qu'ils vont regretter la presse française. Et ça, Bruno, c'est un super débat qu'on pourrait avoir. Mais tu vois, on l'aura parce que je pense que ça, c'est un super débat à avoir. D'ici à la fin de saison, il y a des chances qu'on parle de Kylian Mbappé. Tu vois, je pense qu'ils préféreraient être avec le stoïcisme anglais d'une presse qui peut être un peu hardcore, mais
Voilà, parce que là hier, je vous assure les gars, ils sont barjots, ils sont sauvages. Il sait pas où ils vont. Un peu proche du bonnet, les Espagnols. Alors, je reviens sur ma petite thématique. Oui. La thématique, c'est donc Nasser Al-Khelaifi qui nous dit que c'est un des plus beaux moments qu'il ait vécu, lui, en tant que président du Paris Saint-Germain. C'est le roi du la question. C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Où est-ce qu'on, si on prend l'aspect enjeu, qualification en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas arrivé non plus 25 000 fois. Sur un aller-retour, ça enlève une des qualifications en demi-finale qu'on a eues. À l'extérieur, avec du public, dans le scénario qu'on connaît, finalement, émotionnellement, depuis que le QSI est arrivé, depuis que le Qatar est arrivé, où est-ce qu'on place le match qu'on a vécu hier? On reste sur QSI. Ouais, QSI. On reste sur QSI. Parce que tes matchs des années 90, là, c'est bon. J'imagine. Il y en a 2 sur 4 qui n'étaient pas nés. Faut tout le rappeler. Bien sûr que je le mets pas au niveau de PSG Real de voilà, 93. 93, etc. Voilà, on reste là, depuis QSI, parce que c'est de ça dont on parle pour une qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, après, toujours rester prudent par rapport à Nasser El-Khelaifi qui abuse du superlatif sur ses joueurs, enfin sur tout le monde. Bref, t'apprends pas grand-chose avec lui. En revanche, franchement, d'un point de vue émotionnel, hier, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Il y a quand même une combinaison de trucs qui sont pas mal. Une combinaison de facteurs, etc. On ne peut même pas parler de remontada. Bon, il y avait un but à remonter, mais c'est vrai que c'est plus facile de le dire après coup. Parce qu'après le premier match, on était plutôt relativement sceptique, etc. Mais si tu me poses la question de savoir sur le RQSI, quel est le match qui m'a procuré le plus d'émotions, je te dirais que c'est plus Chelsea, Paris Saint-Germain. Et la tête et la barre la tête de Thiago Silva, c'est un ton au-dessus. En fait, moi, il y en a même un deuxième que je placerai au-dessus dans 2 contextes différents. Alors évidemment, Chelsea, pour moi, c'est, je pense, un des trucs les plus forts que j'ai vécu, limite avec la Coupe du Monde, quoi. Genre franchement, c'était complètement dingue. Et même si c'était en 8e de finale. Ouais, mais même si l'enjeu était moins important, la dramaturgie de ce match était complètement folle. J'ai encore, vraiment, quand je vais pas bien, je me regarde le commentaire de Margoton. C'est le moment pour Paris. Complètement fou. Grégoire, si tu m'entends, tu me manques. On est chez Bruno ici. Et il y a peut-être un autre truc. Moi, de parler de ce match-là, moi, je suis là-bas là. Et il y en a peut-être juste un autre que je placerai au-dessus, même si c'est très particulier, mais en termes de performance, de communion avec les supporters, c'est PSG Dortmund. PSG Dortmund. Mais c'est sous Covid. Ouais, sous Covid. Non, mais justement, c'est le premier match sous confinement, enfin sous huis clos en France. Il y a tous les supporters qui sont en bas de la tribune pour la communion, etc. Les images de Di Maria, des joueurs qui sont au balcon. Nu au balcon. Voilà, tu perds à l'aller. Mais je pense que l'émotion est extraordinaire, mais elle est décuplée par rapport à un contexte environnemental, un contexte de vie, un contexte de vie, tu vois. Bien sûr, relativises. C'est le dernier match avant le confinement. Voilà. Et en vrai, alors je veux pas faire le mec, mais évidemment l'émotion d'hier elle est folle. Moi honnêtement je pense que je faisais partie des rares personnes, alors je peux dire qu'on a fait un sondage aux Parisiens, personne n'y croyait, qui juste y croyaient dur comme fer, et limite en fait je m'y attendais. Je m'attendais. Non, mais donc ça a amoindri ta sensation. Non, mais c'est pas ça a amoindri, mais en fait, le Chelsea PSG, c'est innommable. Enfin, c'est invivable. Ces trucs, tu t'y attends tellement pas. Tu te dis, le scénario est fou, c'est rocambolesque, quoi. Là, en fait, hier, même à 1-0, je me suis dit, on va. Allez, on va le faire. Ils vont retourner le truc. Et en fait, je pense que l'émotion est aussi procurée par l'inattendu, par le truc un peu qui sort de l'ordinaire. Et voilà, ça reste top 3. Quoi. Bruno, toi, tu as un statut en plus spécial. C'est que la plupart de ces événements-là, tu les as commentés quand même. Commentés quasiment tous. Et donc, c'est encore plus décuplé en termes d'émotion, de ce que tu peux ressentir et transmettre. Le Chelsea PSG, pour moi, c'est Stamford Bridge. Parce qu'on rappelle que l'année d'avant, ou 2 ans avant, on se fait tordre avec Dembaba. Il y a tout ça. On va là-bas, c'est toujours un peu tendu. Juste pour vous plonger un peu dans le truc, la tribune de presse à Stamford Bridge, en fait, t'es dans les supporters. T'es vraiment bas de terrain. Tu vois vraiment t'es à 10 rangs, 5 rangs peut-être du banc. Donc vraiment, tout est un peu bizarre. Et cette tête de Thiago Silva, la tête de David Luiz déjà. Il célèbre comme un fou alors que l'année d'avant il était à Chelsea. C'est ça, l'expulsion de Zlatan. Tout te revient
Et pour la petite blague, je pète un plomb, je suis content, je suis heureux, etc. Et on l'a vécu à l'antenne, hein, ça s'est vraiment passé à l'antenne. Et donc, en gros, le public est vraiment... C'est-à-dire que moi, j'ai mon poste de commentateur, il y a les escaliers et juste à côté, il y a les spectateurs. Et là, je vois un gamin de 17, 18 ans qui se lève. Et je fais, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il part point en avant et il met une droite à mon confrère de RFI. Il se relève et il va pour m'en taper une. Donc là, je fais, bon, on va être en direct et je vais me faire frapper. Donc là, je crispe, je me dis... Et là, j'avais Pierre Ducrot à côté de moi. Et ça, Pierre Ducrot, tu peux aller à la guerre avec. C'est un peu comme Rabé, tu vas à la guerre. Mon Pierre Ducrot, il saute de son banc. Il attrape le gars à la gorge. Mais non. Je vous jure, à l'antenne. Donc moi, j'ai Pierre Ducrot sur moi. Genre. Je suis comme ça. Voilà, on est en train de se faire agresser. Et là, t'entendais, qu'est-ce que tu veux en anglais? Voilà, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le taper? Mais c'est moi que tu vas taper. T'avais Pierre Ducrot qui était hystérique. Et ouais, on est qualifié. Complètement dingue. Un truc complètement dingue. Effectivement, là-dessus, c'est un peu difficile de battre. Après hier, le bonheur d'hier, en fait, si tu veux, ça rentre dans un espèce de top 3. Dans la qualif, voilà, Chelsea, c'est vraiment au-dessus parce qu'en plus, tu es sur des prémices. Tu as raté la qualification face à Barcelone où. Moi, pourquoi je déteste Barcelone depuis le départ? C'est ce but là avec Messi qui rentre alors qu'on mène 1-0 avec Pastore. On avait fait tout le boulot au match aller. Matuidi avait marqué. Il avait écouté les conseils de Zlatan. Il avait fait 2-2. Tu mènes 1-0 là-bas. Tu te dis tu vas y aller. Tu te dis que la route elle s'ouvre pour la Ligue des Champions et bam, ça te tombe dessus. Et après Chelsea, tu te fais éliminer. Et après arrive enfin une qualification, un truc un peu savoureux, quoi, tu vois, où c'est sexy. Donc voilà, vraiment Chelsea rentre un peu dans le... Mais hier, en fait, il y a un truc qui fait que ça rentre un peu dans l'histoire parce que ce PSG qui se fait tenser, ce PSG qui a une espèce d'antagonisme désormais avec le FC Barcelone, est venu climatiser les Espagnols chez eux. Et ça, c'est bon, ça. Je te jure que c'est bien. C'est bon de voir la tronche de tous les journalistes de Barcelone en train de faire la tête, plus toi derrière, très simple. Franchement, on n'a pas fanfaronné, juste dit au revoir. Salut. On est parti. Dans quelques instants, on va vous mettre le replay des buts de Bruno. Vous allez voir le pas fanfaronné comment ça va être. Non, mais tu vois, tranquille. Tu pars, tu dis bon, tu dis au revoir. Voilà, il y avait ce petit côté-là un peu où tu as envie de montrer des biceps. Mais par contre, rappelez-vous quand même moi, il y a une élimination qui est pour moi encore plus folle, c'est celle de Munich en quart de finale. La bataille de Munich sous la neige là, derrière la statue. C'était sous Covid aussi, il n'y avait pas de supporters. La statue que tu dois mettre à Navas au retour quand il te sort 12 parades ou je sais plus combien il en fait, mais il est fou. En fait, le Bayern, c'est-à-dire que tu fais un match aller qui est complètement fou, mais le match retour, tu souffres tellement. Mais oui. Qu'en fait, c'est une délivrance, etc. C'est dur de célébrer un truc. T'as pas le côté immense joie d'avoir. En fait, de toute façon, aucun club français l'avait fait avant, mais perdre à la maison et aller gagner à l'extérieur pour te qualifier en Ligue des Champions, aucun club français l'avait fait avant. Donc, le dernier club français qui avait éliminé Barcelone en Coupe d'Europe au Camp Nou, en ayant perdu à la base. FC Metz 1984. On vient d'effacer le FC Metz. Désolé pour eux. Bon. Ils vont peut-être être effacés de la carte de la Ligue 1. On les embrasse. Et pour terminer avec les émotions, alors ça se termine mal sur cette double confrontation là, mais en lendemain de match, la sensation après le 4-0, évidemment, du Barça. Non mais non, mais 36 heures il y avait une sensation de puissance en 2017 après ce 4-0 que j'ai rarement vécu moi dans ma vie, de me dire le PSG est à ce niveau-là, quoi. Le PSG, et en plus après on va mettre 5-1 à Marseille. Bref, on est eu sur une période mais qui était complètement moi 36 heures de plénitude. Ouais. Honnêtement, j'ai pas la prétention de connaître tous les matchs du PSG, de l'histoire du PSG par cœur, mais je pense que c'est sans doute la performance collective la plus aboutie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le 4-0 mais tout le monde a marché sur l'eau ce soir-là, c'était complètement fou. Folie. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est une dinguerie. Bon, ça faisait... Après, sur ce match-là, un jour, il faudra que je fasse un livre. Mais, non, mais on discutera un jour de la remontada, parce que maintenant, ça s'appelle la remontée, hein, c'est en français. Oui, bien sûr. Voilà, mais... avec 2 points d'exclamation. Ce truc où tu as vécu un truc, où tu es là, 4-0. C'est horrible. Ouais. Bon, bref. Je pense qu'il est temps de terminer cette émission. Déjà ? Eh ben oui déjà, c'était sympathique. Merci. Abdella, il a l'heure en gros sur son ordi depuis le début.
Merci Alexandra Plano du Parisien, merci Abdella Boulma, journaliste indépendant, merci à Bruno Salomon pour France Bleu Paris, c'était hyper cool. Ça fait du bien, on a eu beaucoup de tribunes qui ont été des thérapies d'après désillusion. Ça fait du bien de fêter ça ensemble et qu'il y ait énormément de joie. J'aimerais vous remercier tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en podcast. Merci, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur toutes les plateformes, que ce soit sur Spotify, sur l'appli Radio France, sur Apple Podcast, sur Deezer, partout. Allez-y, comme ça, le podcast 100% PSG, la tribune, est mis en valeur. D'ailleurs, on a été mis en valeur par Spotify avant la rencontre qui est dans sa playlist de podcast à écouter avant Barça PSG. Il nous a émis nous. Merci Spotify. On va se quitter avec quand même, je vous disais que c'est égosillé, qu'il a perdu sa voix. Bon, il l'a retrouvé pendant l'émission. Oui, on va se quitter avec les buts de Bruno hier face au Barça. Et puis on va se retrouver nous pour une nouvelle tribune lundi prochain, après le match face à Lyon. Bonne journée, bonne soirée à tous et à très vite. Ciao. Vitinha qui accélère, c'est pour Barcola qui est en possession, c'est pour Mbappé. C'est Ousmane Dembélé. Goal pour le Paris Saint-Germain. Il est allé la mettre au fond des filets. But pour le Paris Saint-Germain. Première frappe de Kylian Mbappé. Et ensuite ça revient dans les pieds d'Ousmane Dembélé. On est au 6,50. Et Ousmane Dembélé qui met une cartouche et qui la met sous la barre. Bien joué. But du Paris Saint-Germain. Deuxième but pour Ousmane Dembélé face au FC Barcelone, son ancienne équipe. Mais surtout, égalisation du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Vitinha qui aura peut-être un peu de chance. Il va frapper les cadrés. Pour le Paris Saint-Germain, la frappe de Vitinha à 20 mètres, à terre, petit filet gauche. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. La joie des joueurs du PSG. 2-1, Vitinha, 54e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain bascule du bon côté et désormais revient à hauteur de cette équipe du FC Barcelone. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. C'est parti, il prend la course d'élan, contre-pied. Goal pour le Paris Saint-Germain. C'est 3-1. Le PSG qui marque et Kylian Mbappé qui va devant le parquage parisien et qui demande de l'amour, qui demande des cœurs, du love, tout ce que tu veux. Oui, Kylian. Alors c'était pas contre-pied, il était parti du bon côté Ter Stegen, mais c'est au fond pour le Paris Saint-Germain. Et la contre-attaque pour le Paris Saint-Germain avec Achraf Hakimi qui est parti à contre-attaque. Achraf Hakimi qui lève la tête, c'est pour Kylian Mbappé face à Ter Stegen. Oh, l'arrêt de Ter Stegen, la frappe d'Asensio, le deuxième arrêt de Ter Stegen, ça revient. Goal pour Kylian Mbappé. Le PSG va se qualifier. Le PSG marque le 4e au deuxième poteau après une double parade de Marc-André Ter Stegen. Kylian Mbappé vient mettre le 4e. Le PSG va passer en demi-finale de Ligue des Champions.